Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce soir, la réforme du secteur foncier et la restauration de la transparence dans le système judiciaire figurent parmi les tâches essentielles de la stratégie pour éviter les litiges fonciers à Madagascar. Le président de la République, Andry Rajoelina, a donné des consignes fermes aux deux ministères concernés afin d'éradiquer les accaparements illégaux des terres. Fitimir Koufen, Judical Ranjanirin et sur les images de Yves Janel. À partir d'aujourd'hui, au CCI IVAT, un colloque sur le secteur foncier se tient dans le but de trouver des solutions aux problèmes fonciers. Des centaines de personnes y participent. En effet, la terre est sacrée pour les Malagasy. Conscient de cette situation, le président de la République est venu lancer officiellement ce colloque. Selon lui, de nombreuses plaintes lui sont parvenues. Les litiges fonciers sont aujourd'hui les affaires judiciaires les plus courantes, alors que seulement le 1/3 de ces litiges ont été réglés. De nombreux propriétaires ignorent également les procédures qui doivent être suivies en cas d'accaparement de terrain. Cette situation est aggravée par les retards dans le système judiciaire et la corruption qui n'a pas encore été éradiquée. L'objectif de ce colloque est de trouver des solutions pérennes et pertinentes à ces problèmes. Le président s'est adressé aux deux ministères directement concernés. Ce colloque est une première. Le numéro 1 Malagasy a clairement indiqué que de nombreux hauts fonctionnaires font partie du réseau de ceux qui accaparent les terres. Il n'y aura dorénavant plus aucune tolérance pour ces derniers, a-t-il souligné lors de l'ouverture de ce colloque qui durera 3 jours. Dans les actualités également, le nombre de personnes arrêtées et faisant l'objet d'enquêtes dans le cadre des affaires de drogue et d'enlèvement dans la capitale est passé à 10. Selon des sources, 2 d'entre eux sont des ressortissants chinois et 2 autres nigérians. Ils avaient en leur possession du méthamphétamine et de la cocaïne. Saï Sylvain pour plus de détails. L'enquête sur les cas d'enlèvement dans la capitale a commencé par l'arrestation des trafiquants de drogue. Au total, 10 personnes ont été interpellées depuis hier soir dans les Fouktans de Manchsez, 67 hectares et Ivanj. 2 des trafiquants sont des ressortissants chinois selon nos sources. Lors de la perquisition de leur domicile, du méthamphétamine a été trouvé. 2 autres trafiquants sont des Nigérians et l'on a découvert chez eux 250 grammes de cocaïne et 500 grammes de poudre non identifiée. En plus de ces 4 ressortissants étrangers, 6 Malagasy ont été arrêtés pour enquête concernant les enlèvements. Ils sont tous connus pour être des trafiquants de ces types de drogues dures, c'est-à-dire des vendeurs et des consommateurs qui ont entre 25 et 33 ans. Il convient également de noter que les 10 personnes ont été capturées dans les quartiers où les enlèvements ont eu lieu et aux alentours des endroits où les filles ont été jetées. Ces personnes sont placées en garde à vue à la gendarmerie d'Agadlalan. Pour rappel, des traces de méthamphétamine, amphétamine, opiacés et cocaïne ont été trouvées par le ministère de la Santé publique sur les prélèvements faits sur les jeunes filles enlevées. En plus des perquisitions, la police procède à partir d'aujourd'hui au contrôle de véhicules dont les vitres sont fumées. Et ces enlèvements qui terrorisent les habitants d'Antananarivo doivent cesser au plus vite selon les MONAT. Les éléments des forces de l'ordre prennent déjà les mesures nécessaires et sont déjà en train de rechercher les vrais coupables et les raisons de tels méfaits selon les informations fournies par les responsables des forces de l'ordre. Par ailleurs, ces responsables exhortent tout un chacun à fournir des informations afin d'arrêter les auteurs de ces actes malveillants. C'est Jaranjanas, Mervoula Tsfiran. Les MONAT s'est mobilisé face aux différents enlèvements qui se sont produits ces derniers temps. Les responsables ont assuré que la vérité sur ces affaires qui inquiètent la majorité sera faite. Des mesures particulières ont ainsi été prises, comme l'augmentation du nombre de policiers et la mise en place de lignes vertes 119 et 988 pour le signalement de cas suspects. Les véhicules ayant des vitres fumées et autres véhicules suspects seront également contrôlés.
Face à cette situation, les forces de l'ordre exhortent les citoyens à collaborer et à fournir des informations pour faire cesser rapidement ce phénomène d'enlèvement. Dans un tout autre sujet, les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant l'emprisonnement de ceux qui n'effectuent pas le test d'aptitude militaire sont fausses, selon le directeur des services nationaux et de la gestion des réserves. Personne n'a été emprisonné, à l'exception de ceux qui ont falsifié les papiers de probation militaire, a-t-il souligné. Il a également déclaré que ce sont des politiciens malveillants qui sont à l'origine de ces fausses informations. Les détails avec et Anzara Zanarvelu. Les rumeurs selon lesquelles ceux qui ne passent pas le test d'aptitude militaire seront emprisonnés sont fausses, a déclaré aujourd'hui le directeur des services nationaux et de la gestion des réserves. Cependant, il est du devoir des citoyens de 19 à 31 ans de le passer en vertu de l'ordonnance numéro 78-002 de septembre 1960. Les femmes n'ont été appelées à le faire qu'en 2020, souligne le directeur. Passer ce test ne veut pas dire que les citoyens sont tenus de servir dans l'armée, a-t-il poursuivi. Le choix appartient à ces derniers et qu'il n'y a pas de pression. Le test d'aptitude militaire pour Antananarive débutera le 4 juillet à Betungulu. Seule la carte d'identité nationale est requise et cela est totalement gratuit. La carte verte leur sera délivrée à la fin du test. Et puis, les parlementaires de la Chambre basse ont adopté ce jour le projet de loi relatif au financement et à la participation de Madagascar en tant que partenaire de la société NEO dans la mise en œuvre du projet SAOUFK. L'État investira 12,5% dans ce projet qui produira jusqu'à 1650 gigawatts d'électricité. Andoniana Martina, Radraman Zatouf et Anzara Zanarvelu. Le projet 001-2022 a été adopté aujourd'hui à l'Assemblée nationale, approuvant le prêt accordé à Madagascar par la Banque africaine de développement pour lui permettre de devenir investisseur et partenaire de la société NEO dans la mise en œuvre du projet SAOUFK. La contribution de Madagascar est de 30 millions d'euros, dont 3 213 000 unités de compte sont un prêt de la Banque africaine de développement, tandis que 7 000 unités de compte sont un don non remboursable. Il est à rappeler que le projet SAOUFK est un projet de construction d'une centrale hydroélectrique à travers le fleuve Ounivé. Le 15 novembre 2021, une convention a été signée entre le gouvernement malagasy et la société NEO concernant ce projet. 1650 gigawatts d'électricité seront générés par les infrastructures à construire dans le cadre de ce projet, alors que la demande totale de Madagascar en 2018 était de 1500 gigawatts. Social à présent, plus de 10 km de routes reliant plusieurs Fouktagnes de la commune d'Anoussial sont actuellement en cours de réhabilitation. Les travaux sont réalisés par la commune en collaboration avec la région d'Analamang. À terme, cette réhabilitation mettra fin au calvaire des usagers, ont-ils précisé. Fadjessena Mirai, Yves Janel. La route menant à Ntsamam, dans la commune d'Anoussial, figure parmi les routes dont se plaint la population, surtout en période de pluie. Élèves, femmes enceintes et autres usagers avaient du mal à y circuler. Depuis mai dernier, la commune d'Anoussial réhabilite plusieurs tronçons de route d'une longueur totale de plus de 10 km, routes qui relient de nombreux Fouktagnes, mais également d'autres communes. Selon toujours le maire de la commune d'Anoussial, Ranjamiadza Olivier, les travaux ne s'arrêteront pas à cette réhabilitation car le bitumage de certaines ruelles est également prévu. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Le 8 juin est la journée mondiale de l'océan, une journée à l'initiative de l'ONU pour nous alerter sur l'impact que nous avons sur les mers et les eaux. Direction le Kenya où une ONG se bat pour protéger et pour replanter des coraux. France 24. Comme chaque jour, ces deux défenseurs de l'environnement vont plonger dans l'océan pour observer l'état du lagon. Sur la côte kenyane, 82% de la barrière de corail est gravement endommagée. Ici, tout est dévasté. Ce corail est très différent des coraux vivants. Quand il est en bonne santé,
Il est plein de couleurs. Ici se trouve le futur des ressources pour la pêche et le futur des espaces marins. Selon la dynamique que l'on observe en ce moment, d'ici 2050, nous allons avoir de très gros problèmes. Ici, les pêcheurs ont été les premiers témoins des dégâts causés aux coraux. En 2003, ils ont fondé une association pour tenter de préserver les poissons. Sur la plage, Dixon forme les jeunes et leur apprend l'importance de la protection de l'océan. À cette époque, on ne pêchait presque plus rien comparé à avant. Alors on s'est demandé comment faire revivre l'activité de pêche et les populations de poissons dans cette zone. Pour lui, il est important de former ces jeunes qui représentent le futur de l'océan. Il faut aussi restaurer les écosystèmes. Ici, l'association Oceans Alive a poussé pour la création d'une réserve marine gérée par les habitants du village. Depuis 2019, elle construit des récifs artificiels. Ils sont ensuite déposés dans le lagon et utilisés pour faire pousser les coraux. Le but de ce jardin de coraux est de transformer cette partie du lagon en zone de reproduction. Il sert aussi à faire comprendre aux gens, à leur montrer que nous ne devons pas être des spectateurs face à ces événements, que nous pouvons agir pour protéger ce qui est cher à notre cœur. À ce jour, ils ont planté près de 3600 colonies de coraux, une première étape. À terme, les Damas espèrent que toute la côte kenyane retrouvera une barrière de corail en parfait état. En Ukraine, les villes de Severodonetsk et de Lysychansk, séparées par une rivière, constituent la dernière agglomération encore sous contrôle ukrainien dans la région de Louhansk. Dans cette région, de nombreux habitants refusent de quitter leur domicile malgré les appels à fuir de Kiev. France 24. Lysychansk, juste à côté de Severodonetsk, est frappé en permanence par les bombardements. L'immense majorité des habitants a quitté les lieux, mais certains s'accrochent désespérément à leur ville de toujours. Nous ne voulons pas aller quelque part où nous n'aurons plus notre propre toit. Il y a beaucoup de gens dans notre ville qui ne sont pas partis parce qu'ils ont travaillé pour avoir leur propre appartement toute leur vie. Ici, nous sommes chez nous. C'est tout ce que nous savons. Nous avons grandi ici. Où devrions-nous aller ? Et nous n'avons pas d'argent non plus pour un séjour plus long ailleurs. À Bakhmout, à quelques dizaines de kilomètres du front, les services d'urgence tentent de convaincre cette habitante de partir, mais elle se refuse à quitter sa ville. La peur des bombardements tout proches est trop forte. Vous savez, je suis malade. Je ne veux pas être un poids pour les autres et aller d'un endroit à l'autre. Non, ce n'est pas ce que je veux. Hier, le ministre de la Défense russe a revendiqué la conquête des quartiers résidentiels de Severodonetsk. Le président ukrainien a salué la résistance héroïque de ses troupes dans le Donbass, objectif affiché par le Kremlin. Après 6 ans d'une enquête traversée par les soupçons de complot, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, comparaissent depuis ce jour en Suisse dans l'affaire de paiement suspect qui a brisé leur carrière en 2015. France 24. Avait les commandes du football mondial avant de les lâcher brutalement. Michel Platini, président de l'UEFA, Sepp Blatter de la FIFA, 2 instances de direction internationale du ballon rond. Leur procès pour escroquerie s'ouvre aujourd'hui en Suisse, au terme de 7 ans d'instruction, focalisés sur un transfert d'argent. En 2011, Sepp Blatter verse, au nom de la FIFA, près de 2 millions d'euros à Michel Platini. Pour le procureur fédéral suisse, c'est un paiement sans fondement, obtenu après avoir induit en erreur les contrôles internes de la FIFA par des mensonges. Pour l'ancienne gloire du football français, c'est un arriéré de salaire, une dette que la FIFA lui devait. Car selon lui, il avait passé un accord oral en 1998 avec Sepp Blatter. Il se serait alors engagé à lui verser cet argent pour une mission de conseiller technique. Les 2 hommes sont également jugés pour gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Ils encourent une peine maximale de 5 ans de prison ou une amende. Le procès durera 2 semaines pour une décision rendue le 8 juillet. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles informations. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.